Merci pour la présentation, mais je pose une question que tout le monde pose. La mobilisation, effectivement, les événements exogènes, c'est compréhensible et justifié, le Covid et les autres. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, est-ce qu'on peut seulement taxer le Covid et les éléments exogènes? Est-ce que sur le plan endogène, il n'y a pas de problèmes auxquels il faut essayer de tirer les leçons pour essayer d'aller de l'avant par rapport à cette étape-là? Merci. Merci bien, Monsieur le Président. Excellence, je pense que c'est une question fondamentale que tous les partenaires se posent, non seulement les partenaires multilatéraux, mais bilatéraux, mais aussi les gouvernements. Cette question a été également posée lors de la réunion de l'IDA 20 à Dakar, auquel certains se sont dit pourquoi il y a des retards quand il y a des ressources qui sont disponibles. Parce que c'est vrai, ça a été dit ce matin, la Banque mondiale, pratiquement toutes les institutions ont mis à notre disposition des montants importants qui sont là, qui sont engagés, qu'on a du mal réellement à mettre en œuvre. La même situation se pose pratiquement dans tous les pays africains. Donc, avec des niveaux d'engagement qui sont largement inférieurs à 20%. Donc, c'est vrai, certains présidents disaient, est-ce que c'est la faute aux procédures mises en place par les organisations? Est-ce que ces procédures-là sont intégrées? Est-ce que ces procédures-là sont très lourdes par rapport? Ou bien ce sont des difficultés à l'intérieur de chaque pays? Donc ça, effectivement, la question que vous posez, Monsieur le Président, je pense que la réponse est de part et d'autre. C'est vrai, il y a certaines procédures qui sont longues, que les pays ont du mal à maîtriser, à contenir, mais surtout beaucoup de faiblesses à l'intérieur des pays, hein, un manque de ressources humaines qui peut aussi se poser, mais aussi une administration parfois lourde. Donc je pense que ce sont parmi les défis où il va falloir réellement relever, c'est de se dire qu'il faut alléger les procédures, mais il faudrait que nous mettons en place une dynamique. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à la question, Excellence. J'ai eu l'impression que le représentant de l'Union européenne aux Comores voudrait intervenir sur ça. C'est une impression. Hein? Parce que c'est deux parties, en fait, hein, pour ce qui est des décaissements. Enfin, la faiblesse des décaissements, c'est effectivement c'est local, mais il y a chez nos cadres des critiques très acerbes sur l'autre partie, que je ne citerai pas, même si elle se connaît. Merci, Excellence. Non, je n'avais pas prévu de rebondir sur cette question. Effectivement, chaque administration a ses lourdeurs et l'Union européenne a les siennes et nous en sommes bien conscients. Et c'est vrai que quand nous mettons en œuvre des projets, notamment par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des devis-programmes, où nous confions l'exécution aux autorités du pays partenaire, on se heurte parfois à des difficultés. Et les difficultés, elles sont aussi liées à la faiblesse des capacités ou la faible représentation de partenaires qui sont capables de mettre en œuvre sur le terrain des projets. Parce que c'est bien d'avoir des stratégies et des politiques, et nous sommes les premiers à appeler à des stratégies qui tiennent la route, mais à un moment donné, les projets se déclinent sur le terrain, au bénéfice direct des populations. Et c'est vrai que nous sommes les premiers heureux quand nous pouvons inaugurer des projets concrets, comme mon prédécesseur a eu le plaisir de le faire à la centrale photovoltaïque de Moélie. Entre la programmation et la réalisation complète du projet, il se passe effectivement des années. Et chacun peut, de part et d'autre, identifier où sont les blocages. Mais par contre, là où je veux aussi soutenir ce qui a été dit par le ministre des Finances, c'est que nous nous heurtons, mais surtout les opérateurs privés se heurtent à une administration qui est lourde. Et les remontées d'informations que nous avons du secteur privé, c'est que très souvent, les dossiers n'avancent pas, sont bloqués au sein de l'administration. Et ce n'est pas forcément
le niveau politique qui bloque. C'est à différents niveaux les rouages de l'administration. Manque de capacité, manque de compétences parfois, mais aussi, et je suis désolée d'employer ce mot, mais aussi une corruption qui entrave la bonne marche des affaires. Et c'est pour ça que je rejoins l'appel du FMI ou d'autres organisations internationales à vraiment mettre en place ce dispositif de lutte contre la corruption. Donc il y a à la fois le cadrage macroéconomique, mais il faut sortir d'une économie qui vit un peu sous perfusion de sa diaspora. En tout cas, peut-être c'est pas l'économie qui vit sous perfusion, mais une partie de la population, alors que la mobilisation des recettes, la pression fiscale est encore trop faible. Et donc nous sommes là pour aider à améliorer la mobilisation des recettes, mais aussi la meilleure utilisation des deniers publics. Et ça passe aussi par une réduction de la masse salariale publique à laquelle nous allons nous employer aux côtés du gouvernement. Merci. Pour mettre fin peut-être à cette remarque pertinente du président, comme la France a déjà engagé les 200 millions d'euros, déjà engagés, alors il y a eu engagement, peut-être ça serait mieux d'avoir leur avis sur la question. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit par ma collègue ambassadrice de l'Union européenne. Sur le cas spécifique de la France, oui, il nous reste maintenant à dépenser ensemble ces crédits qui ont été engagés. Je crois qu'on est tous désireux de s'y employer. Il faut en effet lever les freins, dépenser bien, dépenser aussi vite que possible. Je suis persuadé que le dispositif que vous venez de mettre en place, Monsieur le Président, par le décret que vous avez signé hier, ce sera aussi, aux différents niveaux que vous avez déclinés, l'occasion de se parler en toute franchise et comme on le fait ce matin, de ce qui va moins bien, et de là où on peut aller plus vite. Donc je crois qu'on a les outils. Il ne s'agit pas non plus de nous noyer nous-mêmes collectivement par de la comitologie sur la comitologie, parce qu'on a déjà beaucoup de comités divers et variés, comités de pilotage ou autres. Je le vois déjà à travers l'exemple français, et en faisant un peu la liste, je me faisais la réflexion que, vu du côté comorien, si on ajoute les comités de pilotage que vous avez avec les Français, que vous avez avec l'Union européenne, que vous avez avec tous les partenaires bi- et multilatéraux, oui, ça fait beaucoup. Et ça peut finir par faire beaucoup. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver les bons mécanismes de gouvernance qui soient le plus possible économes de nos forces, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objet de tout cela, c'est de dépenser cet argent, mais que ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est que ça se voit concrètement dans la vie quotidienne des personnes. Donc ce qu'a dit ma collègue de l'Union européenne est très juste. Hein. Il y a des coûts d'intermédiation, elle a employé le mot de corruption. Effectivement, tout ça fait partie aussi du paysage, et je crois que on le sait tous, et il faut certainement le traiter. Je pense qu'on a les outils pour le faire aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a les outils, la volonté et les moyens financiers. Donc on a collectivement la capacité à ce que tout ça produise de l'effet, sachant que les effets, les impacts sur la vie des gens, ça mettra aussi un temps donné à se mettre en place et à se voir. Voilà ce que je peux ajouter, Monsieur le Ministre. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres interrogations. Ah, d'accord, Monsieur le consultant. Premier consultant, comme dit le président. Merci. Moi, je pense quand même, je ne veux pas revenir à différentes remarques qui ont été évoquées, notamment les lourdeurs administratives, mais je tiens aussi à préciser que nous nous situons dans un environnement qui ne favorise pas. Prends l'exemple de l'Union européenne.
nous n'avons pas une représentation ici. Le dossier est traité ici, il faut l'envoyer à Madagascar, traiter à Madagascar, l'envoyer à Bruxelles et faire le pas en arrière, ça nous prend beaucoup de temps. Si on avait une représentation directe ici, le traitement se fera entre ici et Bruxelles. Ça va vite. Je le dis en connaissance de cause pour quelqu'un qui a exécuté des projets. Ce n'est pas la même chose. La plupart des agences des Nations Unies, ils sont logés à Madagascar. Ceux qui sont ici, c'est des boîtes aux lettres. Donc, ils reçoivent, ils envoient là-bas, le temps à ce que le dossier soit traité et renvoyé ici pour faire le feedback, ça prend encore du temps. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas de lourdeur, je ne dis pas que nos capacités sont au maximum, il faut effectivement les renforcer, mais en réalité, nous sommes très aussi vulnérables à ça. Monsieur le La représentation merci. joue un rôle important. Merci. Mais en fait, il faut quand même rappeler que le système des Nations Unies dispose de 24 agences, si mes souvenirs sont bons, dont 14 ou 16 sont logées ici sur place. Et puis, Madame la représentante de l'Union européenne nous fait remarquer qu'il y a une représentation de l'Union européenne ici aux Comores, et que, bon, effectivement, on peut s'interroger sur la rapidité, mais on sait que ça relève de deux côtés. Hein. Madame veut intervenir. Oui, je vous voudrais voyez, répondre et je consultant. suis sûre que mon collègue résident coordinateur a à cœur de répondre aussi pour ces agences qui sont sans doute pas uniquement des boîtes aux lettres. Donc d'abord, non, je voudrais assurer que sur le fond, nous avons quand même une équipe déployée ici. Certes, ce n'est pas une délégation avec un chef de mission, 40 ambassadeurs, mais nous avons une équipe extrêmement impliquée, extrêmement compétente et qui travaille tous les jours sur le fond des dossiers. Donc l'élaboration des programmes, elle se fait essentiellement de façon décentralisée ici. Bien sûr, il y a un contrôle, mais dans toute organisation internationale, il y aura un moment un contrôle du siège, donc ça remonte à Bruxelles via Madagascar. Mais à part effectivement certains traitements administratifs ou financiers, sur le fond, la définition des programmes, ceux qui prennent la plume, c'est au niveau de l'équipe qui est basée ici essentiellement. Donc je voudrais saluer le travail qu'ils font ici et croyez que nous sommes en contact quotidien avec cette équipe. Donc je pense que là, c'est un peu un faux procès que vous nous faites. Merci bien, madame. En tout cas, le gouvernement salue aussi le travail qui est réalisé par l'équipe ici sur place, ainsi que pour le système des Nations Unies. Je ne sais pas s'il y a... Ah bon, François veut parler. Ouais. Non, là, mais j'espère que vous n'allez pas revenir sur ça. Non, je ne vais pas revenir aux inquiétudes du consultant. Mon ami le consultant, il a, bon, d'une certaine façon, il a raison, mais rappelons qu'en 2018, il y a eu la réforme du système des Nations Unies. Et cette réforme nous a amené à un niveau de coordination qui est important. C'est le bureau du coordinateur résident. Donc, en fait, ce qui est important pour le gouvernement, je vous encourage à travailler plus davantage avec ce bureau pour vous assurer que vous avez tout un système, pas seulement une agence, mais tout un système. Nous avons 21 agences qui sont déterminées à accompagner le gouvernement comorien. Peu importe où ils sont, mais donc ils sont là pour vous. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que le système des Nations Unies, nous avons du personnel sur terrain, que ce soit en Juin, que ce soit en Moyeli. Mais par contre, ce que je voudrais vous encourager aussi, essayons de penser à la décentralisation. Récemment, j'étais à Anjouan et j'ai vu le plan du gouvernorat d'Anjouan. J'ai dit, en fait, si au niveau central, vous pouvez nous autoriser à travailler directement avec les gouvernorats, dans certains secteurs, dans certains cadres, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, la décentralisation, il faut qu'elle soit effective. Voilà, monsieur le gouverneur. C'est ça, hein? D'accord. Écoutez, d'abord, merci pour les présentations, pour les deux sujets, enfin, les deux présentateurs. Donc, moi,
dans la première présentation du commissaire général au plan, donc, j'ai vu dans les projets structurants la question des déchets. Bon, je pense qu'on a commis une erreur. S'il y avait un premier projet phare, ça aurait été ce projet. Donc, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je ne sais pas à quelle heure on a prévu la clôture de ce séminaire, mais s'il n'y a pas une prise en compte de ce projet, on ne va pas quitter aujourd'hui. Donc, débrouillez-vous, monsieur le ministre. Bien noté, monsieur le président. Voilà. Et dans ce domaine-là, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, très importante. D'ailleurs, on a vu dans la présentation que par rapport au secteur public et privé, donc les publics sont bien présentés, enfin, par rapport à la suite du CEPAD, mais on a vu que du côté privé, c'était moindre. Donc, je dirais très sincèrement, c'est notre faute ou notre erreur. Parce qu'effectivement, la différence entre le public, le privé et le public, il est là. Le privé, bon, on sait qu'il est là, mais il est privé, donc il peut se transformer. Fondamentalement ou artificiellement, c'est à nous, effectivement, d'aller vers eux. À Paris, une société qui s'était présentée, peut-être, il avait son siège à Paris. Il l'a délocalisé, il est parti aux États-Unis. Il l'a délocalisé, il est parti en Australie. Où la société s'est transformée, il a pris encore une autre forme. Donc si nous, on ne suit pas ça, c'est un peu notre faute ou notre erreur. Et c'est de là on a posé la vraie question de notre administration. Effectivement, ce côté-là, il va falloir qu'on ait une administration très vigilante. Et là, je dirais à nos partenaires, effectivement, que les Gaulois nous ont dit, il n'y a pas de meilleures ressources que les hommes. Il faut qu'on ait des hommes impliqués, formés pour travailler. Bon, formés bien sûr, impliqués bien sûr, mais effectivement, ben, il va falloir peut-être qu'aujourd'hui, le paiement soit au résultat, à l'efficacité, au mérite. Parce que ce qui se passe, effectivement, on aura beau former des Comoriens et des Comoriennes, mais si quelque part peut être mieux payé qu'ici, effectivement, on peut facilement le comprendre. Et c'est pourquoi il va falloir qu'on revoie ce système de paiement au mérite, au résultat. Et c'est ça qui va encourager aussi bien les experts qui soient extérieurs, puisque maintenant dans un même village, ou Comoriens pouvaient s'installer, mais très sincèrement, ce problème-là a été posé, bon, on a essayé de le partager avec, comme a dit le consultant, la boîte aux lettres, on a essayé de le partager avec le Covid et tout ça. Ça, c'est compréhensible, mais ce n'est pas justifié. Je pense que la première erreur, la première défaut, c'est nous. Il faut qu'on ait une administration, effectivement, qui soit à même d'accomplir certaines responsabilités et voir comment on peut, par rapport à nos partenaires, demander à un instant T qui nous accompagne, attendant de former les gens pour qu'ils accomplissent leur mission. Ça, c'est mon intervention dans le premier aspect. Donc, c'est pour calmer nos partenaires, parce que quand on a dit c'est des boîtes aux lettres, c'est vrai. Parce que si on n'a pas une boîte aux lettres, on ne peut pas avoir la lettre. Donc, surtout là, il ne faut pas vous en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ils sont indispensables. Ils peuvent être à Madagascar, ici à Moroni. Même s'ils sont à Moroni ici, si l'administration n'est pas efficace, on aura les mêmes résultats. Voilà pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le problème de l'administration, les appuis ou bon, guichet unique pour les investissements. En tout cas, ça revient au premier point parce que tout ça, on aura beau mettre en place un guichet unique, mais si on n'a pas de gens pour effectivement s'en approprier, travailler, le temps c'est le même. Donc, très sincèrement, j'ai une petite expérience. Je peux vous dire, M. Kamal, que les gens qui viennent investir ici, celui qui va voir le président, il ne veut pas investir. Mais celui qui veut investir, il voit l'administration. Il reste ou il part. S'il voit l'administration, c'est un début, et c'est là, il va voir le ministre et le président. Mais celui qui vient voir le président avant d'investir, alors là, il a autre chose que l'investissement.
Et c'est pourquoi, effectivement, ce problème d'administration, très sincèrement, s'il y a une première conclusion, des conclusions phares à tirer de ce séminaire, c'est le problème de notre administration. Merci, monsieur le dirigiste. Merci, monsieur le président de la séance. Mon intervention portait sur le titre de la troisième séance de présentation, portefeuille des projets prioritaires du plan de relance 2022-2026. Je voulais juste souligner qu'en 2019, j'ai pas eu l'occasion d'être à Paris. Donc, et puis après, il y a eu le livre sur le plan Comores émergent. Et je l'ai parcouru plusieurs fois en tant que représentant de l'île d'Anjouan pour savoir qu'est-ce qui a été prévu sur Anjouan. Je pense que c'est la même chose pour mon collègue de Moélie qui est à côté de moi. Donc, j'étais très heureux de voir le titre portefeuille de projets prioritaires du plan de relance. Je voulais voir qu'est-ce qui a été prévu pour Anjouan, comme ça, pour pouvoir à mon retour prendre le micro et rassurer ma population. Par contre, j'ai noté qu'à chaque fois, l'intervenant revenait sur le centre hospitalier El Maarouf. Je pourrais même conclure que ce que moi je peux comprendre, émergence égale centre hospitalier El Maarouf, je ne suis pas d'accord. Donc, par contre, j'ai aussi noté qu'on a mis l'accent sur la mobilisation des financements, mais pas sur les projets qui doivent être financés. Je serais très heureux de sortir de ce séminaire pour et rassurer que je sais vraiment qu'est-ce qui va être fait en juin. Voilà. Donc, et enfin, j'ai vu aussi, on a posé la question de la bonne gouvernance à monsieur, on a voulu faire intervenir le représentant de l'Union européenne pour nous parler de la bonne gouvernance aux Comores. Je pense que je n'ai pas vu là qu'est-ce que nous voulons, nous, faire de bonne gouvernance dans notre pays pour demander le soutien de tous ces messieurs qui ont fait le déplacement pour venir ici. Ce n'est pas à eux de définir la bonne gouvernance que nous voulons, nous. J'aimerais aussi sortir de cette séance, de ce séminaire, enrichi de qu'est-ce qui a été prévu pour mon pays pour assurer à son administration une bonne gouvernance. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. S'il vous plaît, son Vous n'avez pas répondu à la question de monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, il voulait éviter le séparatisme. Et c'est pourquoi les routes et tout ce que vous faites en juin, dites-le que c'est fait en juin. Il le sait mieux que... Mais il n'est pas là pour dire qu'elle n'a été fait en juin, il ne peut pas le dire. On a fait la voirie, vous ne l'avez pas dit. On a levé la route de Mtsamdoussima. On a fait la route de Lingoni. On a fait la route de Domoni. Mais vous ne le dites pas. C'est ça ce qu'il veut. Que les journalistes entendent qu'on fait quelque chose. Et on est en train de faire le port de Moutsamoudou. Hein, déjà, le photovoltaïque, le premier, on l'a mis en juin. Il faut le dire qu'en juin, il y a des choses qui sont faites. Voilà ce qu'il a voulu que vous disiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence. Tout le monde n'a pas la perception de Son Excellence. Et pour compléter, je vais dire que le port de Moutsamoudou est en train d'être fait. Le port de Vatsi, c'est dans le même ordre d'idées. Merci encore une fois, Son Excellence. Président, je vais rebondir encore sur notre projet concernant la connectivité. Effectivement, concernant les investissements portuaires et le transport maritime, on a 3 grands projets importants. Il y a le port de Fomboni qui est entièrement financé aujourd'hui par 3 partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. Donc pour un montant de 85 millions d'euros,
Donc c'est un projet qui est entièrement financé. Il y a aussi le port d'Anjouan. Le port d'Anjouan, pour un montant de 66 millions d'euros, avec un partenaire qui est déjà positionné aussi sur ce port pour son extension et sa modernisation. Il y a aussi le port de Moroni, l'extension et la modernisation du port de Moroni, où les études vont être lancées cette année, où des partenaires sont en train de se positionner. Donc c'est pour compléter le commissaire général au plan que chaque projet concerne pratiquement l'ensemble de nos îles. Concernant la gestion des déchets, justement, on a invité un des partenaires importants dans ce domaine qui est dans la région. Il est en Afrique du Sud, il est aussi en Tanzanie. Il s'appelle le groupe Séché, qui est dans la gestion des déchets. Un groupe français, s'il vous plaît. Donc un groupe français qui est intéressé, qui a manifesté et qui a écrit effectivement au ministre de l'Agriculture. On l'avait invité pour prendre part à cette réunion, mais son agenda ne lui a pas permis. Donc, c'est un sujet auquel nous y penchons, Monsieur le Président, et qui a effectivement un partenaire important qui est intéressé, mais aussi des investisseurs et des bailleurs qui sont prêts aussi à nous accompagner.